enregistré. Et voilà, donc à partir de maintenant, nos propos sont enregistrés. Donc nous commençons cette table ronde dans le cadre de la 8e édition de la Semaine de la persévérance scolaire dans les Hauts-de-Seine. Le thème de notre table ronde est persévérance durable et développement scolaire. Je vais dire quelques mots d'introduction avant de présenter les invités de cette table ronde et de leur poser successivement quelques questions. Alors, en introduction, dire d'abord que l'actualité du confinement généralisé et donc le confinement des élèves et des enseignants donne à la thématique de notre table ronde, organisée donc du fait des circonstances dans le cadre d'une classe virtuelle, une acuité toute particulière. Le thème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est persévérance durable et développement scolaire. Nous avions conscience, il y a quelques semaines, de l'importance de ces notions, mais nous n'avions pas perçu, comme nous le faisons aujourd'hui, l'urgente nécessité de les penser et de les maîtriser. Alors, en jouant sur les mots et l'ordonnancement des épithètes, le titre de cette table ronde pose la question du rôle de la persévérance dans la mise au jour, la mise en valeur et l'épanouissement progressif des qualités de l'élève. Et ces qualités qui lui permettent de se développer du point de vue scolaire. La persévérance est une notion qui a à voir avec la durée, avec l'espace-temps, si je puis dire. C'est une capacité d'effort qui, parce qu'elle s'étend dans le temps, se doit d'être durable, c'est-à-dire soutenable sur une longue temporalité. Cela fait bien évidemment écho avec les préoccupations écologiques de notre époque, auxquelles la jeunesse est particulièrement sensible, et le sera davantage encore demain, suite à l'épidémie de coronavirus, dont on sait que l'origine humaine est importante. C'est ce lien entre persévérance durable, développement scolaire et développement durable que nous allons maintenant explorer. Alors en introduction, je vais donner la parole à Madame Terzakis pour nous parler, non pas de développement durable, mais de persévérance et de développement scolaire. Dans un deuxième temps, c'est Yann Fradin qui aura la parole, qui représente ici l'association Espace, dont il est le directeur général et le fondateur, et qui nous montrera comment l'écologie urbaine peut être un formidable outil d'insertion sociale et professionnelle. Ensuite, Pascaline Bourguin, dont l'association Tara permet aux établissements de suivre le parcours de son voilier à travers les mers du globe, et de mesurer ainsi l'impact des activités humaines sur la nature. Pascaline Bourguin nous permettra d'appréhender la sensibilité des élèves à ces questions et comment ces questions de développement durable peuvent venir renforcer l'appétence des élèves pour les disciplines scolaires. Ensuite, avec Philippe Nicolas, qui est professeur des écoles et initiateur et maître d'œuvre du projet Cap au Nord, qui va emmener en juillet 2020, qui devrait, il nous précisera si le projet dans ce calendrier est toujours maintenu en vue du fait des événements. Donc ce projet Cap au Nord vise à emmener 18 écoliers et collégiens dans l'Arctique, avec une préparation au préalable, tant physique que scientifique. Et nous verrons ainsi, à travers cet exemple, comment les élèves vont être amenés à confronter leur propre persévérance, persévérance physique, persévérance intellectuelle, face aux défis de l'humanité exposée au dérèglement climatique. Il était prévu que Bruno Jarry, directeur du CLAVI, Maïs Limounou nous rejoignent. Des problèmes techniques le rendent difficile. J'essaierai de le rejoindre par téléphone ultérieurement et d'ajouter son interview à cette table ronde. Alors, pardon d'avoir été beaucoup trop long dans cette introduction. Et je donne tout de suite... non, je ne donne pas la parole à Madame Terzakis. Je lui demande de se préparer à ouvrir son micro pendant que je vais la présenter. Madame Terzakis, je sais que je vais vous faire rougir, mais je me dois de dire que votre parcours est admirable. Vous êtes aujourd'hui professeur d'art appliqué dans le lycée que je dirige, le lycée Santos-Dumont à Saint-Cloud.
en un temps très court, vous êtes devenu une des grandes personnalités de la communauté éducative. En effet, vous portez des projets phares de l'établissement, notamment l'aménagement de son parc classé, qui est un site classé depuis 1923. Les élèves adorent vos cours et participent en nombre, en plus de leur emploi du temps, aux ateliers que vous organisez pour l'aménagement de ce parc. Or, il y a là un paradoxe que nous allons explorer ensemble. Vous êtes une ancienne élève décrocheuse. Donc, parcours admirable, je dirais, d'une élève anciennement décrocheuse qui s'est raccrochée à l'école au point de devenir professeur et d'accrocher à merveille nos élèves. Alors, première question, Julie Terzakis, pouvez-vous nous raconter rapidement votre parcours scolaire? Oui, bonjour, bonjour à tous. Bon. Merci, Monsieur Bakias, de cette présentation très élogieuse à mon égard. Donc voilà, effectivement, je suis professeure d'art appliqué au lycée Santos-Dumont à Saint-Cloud et j'ai un parcours, je ne sais pas s'il est si extraordinaire que ça, peut-être peu commun en effet. Je suis avant tout élève de CAP, puis de Bac Pro et ensuite j'ai intégré par voie de concours l'École nationale supérieure des arts décoratifs, dans laquelle j'ai pu passer mon diplôme de designer. Après ça, j'ai intégré l'université de Cergy-Pontoise afin de devenir enseignante. Et me voilà maintenant enseignante. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelles leçons vous tirez de votre parcours si particulier? J'ai envie de dire quelle leçon, la leçon, sans vouloir faire dans le cliché bien évidemment, mais j'ai envie de dire que quand on travaille, tout est possible finalement, quand on est encadré par des enseignants qui sont motivés, qui ont envie de vous apporter, de vous tirer vers le haut, peu importe d'où on vient finalement, tout est possible avec un peu de persévérance. Alors, vous dites qu'on a besoin d'être encadré par les bons enseignants. Je crois que vous n'avez pas toujours rencontré les enseignants qui vous ont le mieux soutenu. C'est dans un deuxième temps de votre parcours. Est-ce que je sens que vous êtes vous avez peut-être un peu de mal à dire je dirais pas du mal, mais enfin, ça m'intéresserait quand même de savoir qu'est-ce qui n'a pas accroché avec certains enseignants. Oui, effectivement, c'est vrai que au collège particulièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des enseignants qui n'étaient pas très pédagogues et c'est-à-dire que effectivement la persévérance scolaire, elle est aussi très fortement liée, justement, comme je vous l'ai dit, au cadre qu'on va donner à l'élève pour qu'il puisse persévérer dans l'effort. Ce cadre-là, forcément, il est en lien avec les interactions humaines, avec le lien de confiance qu'on peut tisser, qu'on peut nouer avec les enseignants ou alors d'une manière plus générale avec la communauté éducative au sein des établissements. Et il est vrai que ce lien humain, dans mon cas, encore une fois, ne s'était pas fait. Et alors, ma question subsidiaire, j'imagine que votre pédagogie et votre relation aux élèves ont été influencées par votre parcours, par ce lien qui, dans un premier temps, ne s'était pas fait avec certains enseignants, puis ce lien qui s'est retissé avec d'autres. Donc, je repose ma question, est-ce que votre parcours influence votre pédagogie et votre regard sur les élèves? Alors oui, tout à fait. De par mon expérience, je suis un enseignant qui sera plutôt axé sur la pédagogie de projet, donc qui est plutôt basé sur l'expérience et sur le faire véritablement, avec des objectifs précis à atteindre. Et j'accorde une importance toute particulière aux interactions humaines qui peuvent se nouer au sein des projets que je mène. J'ai vraiment l'impression, et c'est ce qui m'a manqué aussi quand j'étais au collège, que justement les interactions humaines, on n'est pas seulement sur une distillation du savoir en unilatéral. Euh, le fait de pouvoir permettre à l'élève d'être dans un projet de groupe, il va apprendre également beaucoup des autres
et pas simplement de l'enseignant. Et c'est ce que j'essaie de recréer comme ça en montant des projets de l'établissement. Merci beaucoup, Madame Terzakis. Votre témoignage était vraiment bienvenu en introduction dans la mesure où il nous montre que la persévérance scolaire a à voir avec le lien humain et avec la pédagogie de projet. Et nous allons maintenant aborder la thématique de certains projets particulièrement adaptés pour intéresser les élèves, pour les accrocher. Et nous allons parler maintenant avec Monsieur Fradin, qui est directeur général de l'association Espace. On ne va pas directement parler des élèves. Sans doute à la fin de notre entretien avec Monsieur Fradin-Fi, ce sera ma dernière question. Mais au préalable, il va nous présenter l'association Espace. Mais ce qui m'a intéressé dans l'association Espace, c'est que par le biais des réflexions et des actions en termes d'éco-citoyenneté, il y a eu un travail d'insertion socio-professionnelle qui a beaucoup de points communs avec l'insertion scolaire de nos élèves. Alors, Yann Fradin, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Espace ? Oui, bonjour, merci Paul et bonjour à tous. Donc l'association Espace s'est créée il y a 25 ans par des habitants autour, donc en plein cœur des Hauts-de-Seine, autour des usines Renault, de la fermeture des usines Renault Billancourt, autour de deux idées. Première idée, aménager et réfléchir à aménager le futur de ces terrains qui aujourd'hui sont en grande partie aménagés ou en fin d'aménagement sur le territoire de façon écologique, et d'autre part d'en faire un outil d'insertion sociale et professionnelle, vu que les grandes usines fermant, et Renault notamment, c'est une grande partie de l'insertion de l'entreprise productive insérante qui disparaissait, puisque les grandes vagues, par exemple, de migration, trouvaient la voie par l'industrie en cœur d'agglomération pour s'insérer dans la société. Aujourd'hui, ces grandes entreprises ne sont plus là. Et donc, du coup, il y a toujours à inventer un autre modèle d'intégration et d'insertion. Et alors, si c'est vrai pour des vagues d'immigration, des personnes immigrées venant de loin, c'est aussi vrai, entre guillemets, pour notre immigration de l'intérieur, et qui sont notamment, par exemple, des décrocheurs scolaires, c'est-à-dire des jeunes qui ne trouvent pas leur voie de façon classique ou autre, ou par des accidents X ou Y, ou tout au long de la vie, quand on est plus âgé ou quoi. Et donc, on a besoin de se raccrocher de trouver une voie, et l'insertion sociale, donc l'insertion sociale et professionnelle étant cet outil, je dirais, technique sur le volet emploi. Et sur la question du support de l'activité, nous on parle d'activité support, c'est celle de l'écologie urbaine, et notamment, pas uniquement, mais notamment et principalement pour nous, la question de la gestion de la nature en milieu urbain, donc qui est notre cœur d'action, entretien des berges de Seine, du parc de Saint-Cloud, juste derrière Santos-Dumont, des rivières, des espaces boisés, des talus ferroviaires, etc. Et donc, juste pour dire, au niveau d'Espace, qui a démarré, donc il s'est créé il y a 25 ans, aujourd'hui Espace est membre du mouvement Emmaüs France, et à son siège à Chaville, donc pas très loin, et donc actuellement occupe 200 salariés, dont 140 salariés en insertion sur l'Île-de-France, mais principalement sur Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines. Alors, je crois que vous avez également un aspect formation, justement, pour les personnes qui travaillent avec vous. Là, je viens de mettre la slide correspondant à cela. Vous pouvez nous en dire davantage sur les formations que vous proposez ? Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, je vais poursuivre par rapport à ce que disait Julie Terzakis tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai bien aimé dans ce qu'elle disait, c'était la question du faire et de la pédagogie de projet. Nous, on travaille aussi comme ça, parce que c'est le cœur pour accrocher qui que ce soit, je dirais, comme quand on fait une conférence ou autre, si on accroche bien les gens, on a plus de chances de les faire participer et que ça soit productif.
Et donc dans la formation, en fait, on s'est posé très tôt la question de la formation, puisque on est avec des personnes qui, pour la plupart, voire même pour toutes, ont eu des difficultés dans la démarche d'apprentissage, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, ça bloque dans la démarche emploi et donc du coup sont obligés de rebondir. Et comme on est sur des nouveaux métiers, pour la plupart des personnes, hein, les franciliens du cœur de l'agglomération ont peu tendance à se dédier aux espaces verts en étant en milieu agricole et en milieu rural. Et donc, du coup, la plupart des personnes n'ont pas de compétences là-dessus, ou quasiment pas. Et donc, on travaille à partir vraiment de la mise en pratique et donc de certifier les compétences qui s'acquièrent sur le terrain. Donc, on a développé à partir des modules, des fiches ROM des métiers, de prendre quelques modules, hein, savoir planter, savoir tailler une haie, savoir semer, etc. Et donc les encadrants des salariés en insertion, des agents d'environnement, éco-cantonniers, vont les accompagner, vont leur apprendre, ils vont apprendre par eux-mêmes avec leurs collègues et on va arriver à certifier, à se préparer à cette compétence, ben voilà, celui qui sait bien. Donc, celui qui sait bien, ce qui est intéressant, c'est que celui qui sait bien, c'est qu'il arrive à le faire et a priori, c'est que ça lui plaît, ou en tout cas, il a des appétences et des compétences pour ça. En clair, quelqu'un qui va avoir peur d'une tronçonneuse, il va pas bien tronçonner, il va pas tronçonner. Par contre, celui qui aime ça, qui arrive, quoi, qui joue bien dans le bon sens du terme avec ça, et donc on va certifier cette compétence, quoi, l'encadrant va valider cette préparation de compétences, et ensuite un jury professionnel avec des représentants d'entreprises ou de collectivités, quoi, des professionnels vont sur une journée certifier cette compétence, c'est-à-dire que le salarié, on va certifier et on va lui remettre ensuite un certificat, un diplôme qui certifie cette compétence, qui fait que déjà lui, ça va le rassurer sur sa capacité, ça va confirmer sa capacité. Et deuxième chose, quand il va aller chercher de l'emploi à l'extérieur, il va pouvoir y aller bardé d'une certitude et d'une compétence puisqu'elle a été validée. Et donc on va avancer, on va pouvoir avancer comme ça. Merci beaucoup. Donc là, tout ce que vous nous dites est très intéressant puisqu'on voit la réinsertion sociale par le biais des activités, notamment des co-cantonniers, mais on voit qu'on s'approche de la validation d'un certain nombre de compétences. Et finalement, il était assez naturel que l'association Espace se rapproche du scolaire ou du parascolaire. Je crois que c'est avec la ville de Courbevoie, si je me trompe pas, qu'il y a une action qui depuis peu de temps est mise en place. Oui, tout à fait. Alors on travaille, on a un chantier d'insertion à Courbevoie qui fonctionne bien, qui travaille dans les espaces verts et naturels de la ville, hein. On a notamment fait une avenue Château du Loir, près de la gare de Courbevoie, qui est une des principales rues jardins des Hauts-de-Seine qu'on a conçues avec la ville. Et puis on a créé des jardins partagés un peu partout dans la ville. On a 5 jardins partagés qui fonctionnent bien. On collecte les bioressources ou les biodéchets sur la ville également. Donc, dans ce cadre-là, la ville qui a passé un accord a lancé le dispositif ETAP, a passé un accord avec l'Éducation nationale pour lutter contre le décrochage scolaire dans les collèges. Et donc, depuis 2016, effectivement, on accueille, nous, donc quand les jeunes collégiens sont en décrochage scolaire, ils sont pris en charge par le service éducation, prévention, innovation de la ville. Et donc sont encadrés avec des activités à la fois scolaires et puis des activités de découverte de la vie civique et sociale de la ville. Et nous les accueillons entre 1 et 2 demi-journées par semaine, en général plutôt le vendredi après-midi, de temps en temps le mercredi, donc au sein du chantier d'insertion avec notre encadrant Charles qui les accueille. Et on a à peu près 4 jeunes par mois. Là, on a eu à peu près, je faisais le calcul en préparant cette table ronde, on a eu 80 jeunes depuis 3 bonnes années que le dispositif fonctionne, qui ont été accueillis. Et donc, ça se décompose en 2 parties l'après-midi. Une observation du travail par le jeune là, qui voit l'équipe travailler, donc il voit des plus âgés travailler, et qui ont eu aussi souvent des soucis scolaires. Et puis ensuite participe à une tâche, réparer un vélo,
planter, tailler quelque chose, etc. Et ensuite, il y a un échange entre l'encadrant et le jeune, un peu sur comment il a perçu cet après-midi. Et puis, il rédige un petit compte-rendu de ce à quoi il a participé sur l'après-midi. Merci beaucoup. Alors, pour terminer notre entretien, selon vous, pourquoi les questions de développement durable sont plus que d'autres peut-être un bon vecteur pour travailler la persévérance scolaire, la persévérance en général d'ailleurs, mais comme on est plus dans le cadre scolaire, je dirais la persévérance scolaire. Le développement durable, ça parle à tout le monde, puis ça parle très fortement, et en ce moment, on est bien placé pour le voir, puisque ça parle très loin, ça vient de très loin et ça parle très loin, et notamment la nature, mais plus largement l'économie circulaire, etc. Ça parle d'avenir, et donc ça permet vraiment de se projeter à la fois dans l'avenir, soi-même, et se projeter de façon commune avec l'ensemble de la société, et ça, c'est vraiment très, très puissant. Et un des exemples, je dirais, le plus fort, c'est la nature qui est très résiliente et qui est très forte. Et moi, comme souvent je dis aux salariés en insertion ou autres d'ailleurs, où je me dis même à moi-même, le matin quand on se lève, on arrive au boulot, la nature, elle a vécu aussi pendant la nuit comme nous, elle peut avoir bien dormi, mal dormi, il y a eu de la tempête, il y a eu de la pluie, il y a eu du gel ou quoi. Et il y a des fleurs qui émergent en ce moment au printemps, etc. Donc, je veux dire, voilà, il y a l'être humain fait partie de cette nature, de cet environnement, et donc à la fois il y contribue et ça le porte effectivement très loin, et donc du coup c'est assez puissant comme capacité d'entraînement. Même quand on va pas bien, voilà, on se lève et on voit une fleur, voilà, du coup ça fait bouger les choses, quoi. Merci beaucoup Yann Fradin. Je vais maintenant progresser dans notre réflexion et me tourner vers Pascaline Bourgain. Maintenant, nous allons passer de l'écologie urbaine, celle qui est au coin de notre rue, à des espaces peut-être plus lointains. Alors, est-ce que Madame Bourgain, vous pouvez nous présenter d'abord rapidement l'association Tara? Oui, avec plaisir. Alors, avant tout, merci pour cette invitation, cette table ronde qui est extrêmement pertinente, effectivement, dans le contexte actuel plus encore. Alors, la Fondation Tara, en fait, a été créée maintenant il y a une quinzaine d'années, à l'initiative de Lucien Bourgois et de sa mère Est-ce que Nesbé. vous pouvez parler un Et en peu fait, plus elle a près de pour votre micro, s'il vous plaît? D'accord. Alors, C'est mieux là. je disais donc la Fondation a pour objectif d'explorer l'océan et de partager ses découvertes scientifiques avec le plus grand nombre. Donc pour faire cela, la Fondation met à disposition des équipes de recherche scientifique une golette, la golette Tara, et les membres d'équipage, les marins, ce qui permet en fait aux chercheurs d'envisager de monter des expéditions assez longues en mer, qui vont donc leur permettre de récolter un grand nombre de données et d'échantillons, et donc de faire un grand bond en avant dans la connaissance scientifique. Donc on travaille principalement sur des programmes de recherche liés au climat, à la biodiversité et aussi à la pollution plastique. Alors cette connaissance scientifique, elle est ensuite partagée, c'est l'autre pilier fondamental de Tara, c'est de partager cette connaissance avec bien sûr l'ensemble de la communauté scientifique et le grand public, les décideurs politiques aussi, donc via une action de plaidoyer, et bien entendu les élèves en classe qui sont les futurs citoyens. Alors précisément, au sujet des élèves, pouvez-vous nous dire comment vous travaillez avec les élèves, comment vous partagez votre expérience avec eux? Oui, alors effectivement, vous notez que on s'appuie beaucoup sur les expéditions scientifiques à bord, qui sont de véritables leviers liés à l'aventure humaine, scientifique, pour faire de l'éducation à la science, au développement durable et aussi à l'esprit critique. Et donc en fait, le pôle éducation de Tara est accompagné depuis une quinzaine d'années maintenant par l'éducation nationale pour construire avec elle des outils pédagogiques qui sont destinés aux enseignants. Donc nous, on travaille vraiment plus avec les enseignants que directement avec les élèves. Et notre but, c'est d'aider les enseignants qui souhaitent
monter un projet sur l'environnement ou sur l'océan de manière plus précise, pour qu'ils aient toutes les billes, toutes les opportunités en main pour faire vivre un projet dans leur classe qui soit stimulant et pédagogique pour les élèves. Donc pour cela, nous concevons des outils, hein, donc qui sont tous gratuits et accessibles en ligne, qu'ils utilisent les enseignants soit pour leurs cours, soit effectivement pour la notion de projet, qui est effectivement une notion qui est très importante et qui se prête très bien là à se croiser avec d'autres collègues. Donc pour cela, nous mettons à disposition des opérations pédagogiques où là on propose aux classes directement de s'inscrire sur un projet avec un fil conducteur qui est soit autour de la science, du développement durable, et qui va être alimenté par des ressources qui sont donc co-conçues avec les enseignants et rythmées par des temps forts, tels que par exemple des visioconférences avec des chercheurs ou des directs avec la goélette par exemple. Donc vraiment, nous, on met plus l'accent sur la formation des enseignants, sur leur accompagnement pour les aider à construire un projet qu'ils souhaitent mettre en œuvre ensuite avec leurs élèves. Et puis bien sûr, on poursuit avec eux au fil du projet en échangeant, en étant ressources, en étant un petit peu leur binôme finalement du côté de ce qui se passe à la Fondation Tara. Et selon vous, est-ce que cet accompagnement des enseignants a à voir avec avec la notion de persévérance, d'étalement dans le temps, dans la durée? Alors, je pense que oui, en fait, parce que comme le disaient les précédents intervenants, euh, l'impact d'un professeur motivé qui sait justement établir le lien avec ses élèves, etc., a un impact mais qui est incroyable. Et nous, hein, c'est un petit peu le pari que l'on fait aussi en essayant d'encourager, d'aider les enseignants. On essaie de les mettre dans les conditions les plus favorables possibles pour qu'ils puissent transmettre ce goût de l'environnement, de la nature, de la relation humaine à leurs élèves. Et donc, je pense que oui, c'est extrêmement important d'alimenter ce lien-là. C'est ce qu'on fait beaucoup en formation. Hein. On essaie de transmettre toute cette énergie qui nous vient des chercheurs, de ce qui se passe à bord. On la transmet aux enseignants pour qu'ils puissent ensuite, eux, impulser cette envie de découvrir le monde, de s'intéresser à l'autre auprès de leurs élèves. Et donc, après, de monter un projet qui puisse effectivement avoir une certaine durée dans le temps, avec un début, des étapes, une fin, un objectif de production finale, et puis aussi des engagements vis-à-vis de collaborateurs externes, hein, parce que je pense notamment à une opération où les élèves sont en posture d'acteurs auprès des chercheurs pour des sciences participatives sur la pollution plastique. Et donc là, ils sont les collaborateurs des chercheurs. Donc ils sont engagés vis-à-vis de personnes externes à l'établissement scolaire. Et c'est pour eux des retours que l'on a extrêmement valorisants puisqu'ils sont pris presque sur un pied d'égalité avec les autres partenaires du projet. Alors, en effet, moi j'avais eu l'occasion, quand j'étais principal de collège à Issy-les-Moulineaux il y a quelques années, de participer avec les éco-délégués du collège à un partenariat avec vous. C'était dans l'opération qui s'appelle Éco d'Escale, Oui. où nous suivions étape par étape, nous attendions la carte postale en quelque sorte qui nous était envoyée. Et c'est vrai que la dimension d'étalement dans le temps, dans l'année scolaire, était quelque chose d'intéressant dans la mesure où ce n'était pas qu'une opération ponctuelle, mais il y avait vraiment un suivi. Et en cela, nous avions également ce lien avec la persévérance, puisqu'il fallait que les élèves s'engagent sur le long terme. Merci beaucoup, Madame Bourgain. Je vais maintenant, et la transition va être simple à faire, me tourner vers Philippe Nicolas, puisqu'il a un projet qui va nous détailler dans quelques instants, qui s'appelle Cap au Nord, et qui a comme point commun avec Tara d'aller explorer des territoires, voir les impacts des activités humaines sur ces territoires. Mais là, les enfants ne vont pas suivre à distance, mais l'idée, c'est bien d'emmener directement les enfants sur place. Philippe Nicolas, vous pouvez nous présenter votre projet Cap au Nord ?
Ah, il faut que je vous remette le son. Alors attendez, comme vous étiez sorti. Voilà, Philippe Nicolas, je viens de vous remettre les droits micro. Il faudra que vous ouvriez votre micro. Voilà, je vois qu'il- Voilà. Est-ce que vous m'entendez? on vous entend bien, oui. Est-ce que vous m'entendez? C'est Très parfait. bien. Eh bien, merci pour cette magnifique initiative. Voilà. Alors, ce projet Cap au Nord, en fait, comporte avant Cap au Nord l'intitulé L'école face aux plus grands défis du XXIe siècle. Et voilà, qui est né tout simplement d'une prise de conscience que, eh bien, on entrait finalement dans une période un peu complexe. Et donc, j'avais pu à l'origine en formuler quelques mots. Et puis, dans mon réseau de relations, eh bien, une communication auprès des collègues enseignants, des collègues chercheurs, parce que par ailleurs, je suis aussi chercheur en sciences de l'éducation. Et puis voilà qu'un collectif, c'est, j'allais dire de façon un peu circulaire, s'est mis en place avec, j'allais dire, une action de terrain, essayer de co-construire un enseignement sur le dérèglement climatique au niveau d'établissements partenaires. Donc cette année scolaire, qui est un petit peu handicapée là en ce moment, eh bien, a comporté 9 établissements, une douzaine de classes, 9 territoires en France, et qui ont essayé finalement de questionner un petit peu ce grand défi, essayer de voir un petit peu où en étaient les représentations des enfants, mais aussi les représentations des enseignants. Et on a été fortement, je vais dire, tutoré par des chercheurs impliqués, des chercheurs polaires impliqués qui ont pu effectivement, j'allais dire, s'engager avec nous de façon bénévole. Et puis il y a eu, j'allais dire, une idée folle, c'est celle finalement d'aller voir sur place, non pas en organisant un voyage ou une colonie de vacances, mais en essayant finalement d'entrer dans une formidable aventure humaine et scientifique, celle finalement d'oser penser que nos enfants sont à même de co-construire le monde avec nous. Et donc, en matière de prérequis, on s'est donné sur les établissements une feuille de route à transmettre finalement les étapes de la démarche expérimentale et aussi, dans un même temps, à essayer d'accueillir des talents, des potentiels d'enfants en vue finalement que ce soit les enfants qui, sur le terrain du Groenland, soient à même finalement de conduire les protocoles expérimentaux. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû effectivement monter finalement un projet, accueillir les volontaires à l'expédition, il y en avait à peu près une centaine, et puis on est entré dans un discernement pas facile, celui de choisir et non pas de sélectionner 21 ambassadeurs des 9 établissements concernés pour se retrouver avec nous et pour conduire à la fois sur le champ de l'anthropologie arctique, sur le champ de l'océanographie, sur le champ de la glaciologie, eh bien, des protocoles expérimentaux en vue de finalement de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Alors, justement, et ça va avoir une relation directe avec la persévérance, je crois qu'il y a, avant le départ, une préparation des élèves, tant sur le plan scientifique que sur le plan physique. Vous pouvez nous en dire davantage? Oui, bien sûr. La préparation physique, effectivement, elle s'est faite au fil de week-ends d'intégration où on avait à cœur, l'équipe finalement d'organisation, on avait à cœur de voir finalement entre une lettre de motivation et finalement une expérience de vie en autonomie quasi complète sur le terrain, quels pouvaient être ces jeunes qui pouvaient effectivement eh bien, participer à cette expédition. Donc au final, on a eu 3 week-ends d'intégration, on devait en avoir 5. Il y en avait un en mars qui a été forcément annulé, un en mai qui le sera aussi probablement. Mais aujourd'hui, finalement, cette centaine de jeunes a pu effectivement suivre un parcours, on va dire un parcours initiatique en plein air, où il s'agissait de voir un petit peu où ils en étaient sur finalement leur capacité à gérer un peu le froid, gérer un peu la nuit, gérer l'orientation nocturne, et puis être à même aussi de voir quels étaient finalement leurs talents ou leurs potentiels pour vivre en groupe. On a effectivement misé aussi sur cette importance de coopérer ensemble plutôt que d'aller chercher les meilleurs.
on a été plutôt finalement à essayer d'agréger un groupe qui était plus finalement sur donner le meilleur de soi plutôt que d'être le meilleur. Et puis, chose en fait très importante qui va certainement effectivement apporter un consensus, le fait d'apprendre à chercher, c'est apprendre à trouver. Et le fait d'apprendre à chercher en science, ça s'apprend. Poser un protocole, ça s'apprend. Être finalement très présent et très impliqué sur son protocole, eh bien, demande effectivement de la patience, de la persévérance, demande du tâtonnement, demande aussi une forme d'égarement. Mais on le voit aussi aujourd'hui dans le confinement, la démarche expérimentale qu'on a pu donner aux enfants qui sont confinés chez eux, les aide dans des actes et des relevés à faire très précis, les aide à structurer leur journée. Et je trouve que finalement, cette démarche expérimentale sur le terrain, eh bien, c'est un garde-fou. Et on sait que quoi qu'il arrive, à telle heure fixe, on doit faire tel relevé de température ou tel relevé finalement d'ombre posé au sol. Et eh bien, on se rend compte aujourd'hui que sans s'en rendre compte, personne ne pouvait effectivement augurer qu'on allait rentrer dans une période de confinement. Eh bien, moi, les retours que nous avons sur le projet Cap au Nord nous montrent que nos jeunes restent dynamiques, restent enthousiastes, et évidemment espèrent pouvoir partir. Mais ça sera l'occasion de peut-être votre dernière question, Monsieur Bacast. Tout à fait. Au préalable, mais vous avez déjà abordé un petit peu la question de la manière de vivre, des valeurs. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, qu'il n'y avait pas une sélection des élèves en fonction de leur niveau, de la capacité. Vous attendiez d'eux qu'ils donnent le meilleur et non pas qu'ils soient le meilleur. C'est une très belle formule. Je voulais vous interroger sur une autre phrase que j'ai lue quelque part dans vos écrits. Alors, c'est pas sur la diapositive que je montre là, ça doit être ailleurs. C'est pas grave, je vais la lire. Vous écrivez quelque part que vous recherchez un réenchantement de l'école par la pédagogie de projets en lien avec le vivant. Vous pouvez développer ce que vous entendez par ce réenchantement de l'école par la pédagogie de projet en lien avec le vivant? Oui, tout à fait. Je pense que le contenu, la proposition scolaire est immense avec un socle culturel magnifique. Et je pense que ce réenchantement, c'est y donner du sens, y donner peut-être davantage de cohérence. Et je vais l'argumenter avec deux axes. Le fait finalement de donner du sens, de la cohérence dans les apprentissages, le fait par exemple d'apprendre dès le plus jeune âge à se confronter aux grandes questions contemporaines. Là, en l'occurrence, nous étions finalement dans une confrontation par rapport au défi mondial du dérèglement climatique. Là, nous voyons que nous sommes confrontés à un défi mondial sans précédent. Eh bien, de découvrir aussi en tant qu'enseignant et chercheur que lorsqu'on finalement sollicite nos enfants sur ces vraies questions, alors il y a un enchantement, il y a un réenchantement, il y a une espèce d'enthousiasme. C'est comme si l'élève intégrait que l'enseignement était qu'il était finalement. Vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Allô? C'est mieux. Oui, oui, c'est bon. Que l'enseignant était un petit peu à son égal et que l'enseignant était aussi très impliqué dans la quête. Et puis, le réenchantement, c'est effectivement un petit peu comme l'a dit, j'allais dire, notre collègue qui a parlé précédemment, comment ne pas proposer l'enchantement à partir d'une graine qui germe, d'une fleur finalement qui vient d'éclore. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout dans le contexte dans lequel on est, le pouvoir d'une graine qui germe dans le confinement, excusez-moi le jeu de mots, a peut-être plus de pouvoir, plus de puissance que la force de frappe de Kylian Mbappé. Je n'ai rien contre ce joueur admirable, mais je crois qu'aujourd'hui, ce réenchantement passe par finalement une vie qui n'est pas sans la nature, une vie qui n'est pas contre la nature, mais une vie qui est avec la nature. Je crois qu'on a aussi besoin, j'allais dire dans le soubassement finalement de notre anthropologie, nous avons besoin finalement de retrouver on fait partie de cette biodiversité, on fait partie de ce vivant,
Et pour peu qu'on apprenne finalement à coopérer, à entrer en relation, j'allais dire même mieux, à entrer en amitié avec la vie, alors finalement peut-être qu'on a une manière de s'inscrire finalement dans le monde et dans un monde qui est dynamique, dans un monde qui est vivant et dans un monde qui est garant d'avenir. J'aime beaucoup finalement la formule si vous prenez soin de la terre, alors en vérité vous prenez soin de vous. J'aime beaucoup finalement cette correspondance et je crois que l'école, selon moi, a vraiment besoin finalement aussi d'une forme de retour, de réintégrer finalement cette planète dynamique, cette planète dont nos enfants, nos élèves ont Ah, on besoin vous d'en a perdu. comprendre le sens. Allô? Oui, vous m'entendez? Vous a retrouvé. Oui, allô? Non. Oui, oui. Voilà, je vous disais, je vous partageais que je crois qu'en matière d'enchantement, on peut aussi, sur le second axe, découvrir aussi que le monde est ouvert, qu'il n'est pas morcelé ni séparé, mais qu'il y a de la distinction, hein, évidemment qu'il y a de la distinction dans toutes les formes de vie, mais qu'au niveau des apprentissages, on peut aussi entrer dans cette dynamique transversale et pluridisciplinaire, moi qui me paraît extrêmement importante. Le fait finalement d'aller se saisir d'éléments en sciences, mais aussi en mathématiques, aussi en géographie dynamique, en histoire, pour essayer finalement de solutionner un problème. Je crois que ça c'est vraiment intéressant. Et puis comment ne pas dans l'enchantement, dans le réenchantement, eh bien inviter nos élèves à avoir une posture très réflexive sur sur ce qu'ils vivent et la manière dont ils vont approfondir leur vie dans cette vie de la planète. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Nicolas. Ce que vous dites fait écho en moi aux propos que j'ai entendu avant-hier du grand psychiatre Boris Cyrulnik, qui évoquait cette période de confinement et qui disait que les enfants qui avaient eu la chance d'avoir des enseignants comme vous, par exemple, qui les ont éveillés à comprendre le sens des choses et donc comprendre le sens de ce confinement, auraient une résilience beaucoup plus grande et beaucoup plus facile que les enfants qui malheureusement n'ont pas eu la chance, soit à l'école, soit dans leur milieu familial, d'être en relation avec le sens profond des choses. Deux petits points de complément. Première question, est-ce que votre déplacement en juillet 2020 est toujours prévu ou vous êtes obligé de le décaler? Alors écoutez, c'est aussi une bonne question. On a eu une réunion hier, une visioconférence. Écoutez, très probablement, je pense que notre expédition finalement sera légèrement reportée. On a eu une proposition à fin août, mais la question finalement qui est essentielle, si on venait à partir, quelle est notre responsabilité si nous étions porteurs sains finalement du virus, que d'aller contaminer, on va dire, des populations autochtones qui, là, pour le coup, sont encore moins finalement protégées que nous. Donc, on se pose finalement cette question finalement qui est essentielle de responsabilité. Donc, on n'a pas pour le moment la réponse. Je pense qu'on est dans une période où il est difficile de se prononcer. Par contre, on continue, si vous voulez, à alimenter par des visioconférences nos ambassadeurs et les établissements. Et on se rend compte que finalement, cette nourriture symbolique, eh bien, elle participe déjà d'une forme de reconstruction, de prise de conscience. Et on a des retours effectivement très, très positifs. Et puis, on a des paroles de jeunes qui restent très, très enthousiastes. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas. Je pense que nous aurons tous apprécié ce grand sens des responsabilités dont vous venez de témoigner et que vous faites partager aux élèves, qu'effectivement, partir en expédition, il faut toujours se demander si celui qui va dans la terre éloignée n'apporte pas plus de mal que de bien. Et merci pour cette grande responsabilité. Je crois que c'est important que les enfants, et à mon avis, on parlait de sens tout à l'heure,
s'il ne devait pas partir, du moins dans l'immédiat, je pense que la compréhension de cette raison est très forte et qu'ils l'approuveront. Voilà. Et puis, Alors, si vous me permettez une dernière petite phrase, c'est qu'effectivement, on pourrait imaginer que Cap au Nord s'est concentré que sur cette expédition, mais la prise de conscience sur ces 9 territoires en France et cette co-construction finalement d'un enseignement sur le dérèglement climatique nous paraît, si vous voulez, bien plus essentiel que l'expédition. Moi, je vous le dis très sincèrement, si l'expédition devait être je veux dire, reportée d'une année, moi, ça ne me gêne absolument pas. Ce que je trouve, si vous voulez, extrêmement fertile et fécond, c'est que cette intuition finalement de donner du sens, une cohérence et de répondre à un grand défi ait pu prendre, si vous voulez, en si peu de temps, avec très peu de moyens, finalement une dimension, j'allais dire quasi nationale et aussi internationale, notamment avec le partenariat avec l'OCE et l'APEX. Voilà. très bien. Merci beaucoup, Monsieur Merci à vous. Nicolas, et surtout merci à l'ensemble des participants de cette table ronde qui ont accepté d'y participer. Nous avions un peu travaillé en amont ensemble et je crois que nous avons bien fait parce que quand nous réécouterons cet enregistrement, je pense que nous percevrons bien l'évolution de la pensée que nous avons essayé de manifester ensemble. Quelques mots de conclusion. Je dirais, il me semble que le développement durable est une thématique, nous l'avons montré, particulièrement adaptée au développement chez nos élèves de qualités de persévérance. Et ces qualités de persévérance sont essentielles pour qu'ils puissent s'épanouir du point de vue scolaire. Le développement durable est une thématique qui incontestablement parle aux élèves, qui donne du sens aux enseignements, notamment qui tisse du lien entre les enseignements. On a parlé d'interdisciplinarité tout à l'heure. Le développement durable inscrit également les élèves dans la durée et leur permet de sortir de l'immédiateté dans laquelle trop souvent notre époque actuelle et malheureusement les centres d'intérêt des jeunes, ils sont souvent trop souvent confrontés et limités, je dirais. Donc la persévérance de la planète passe très certainement par l'esprit de persévérance que l'école et ses partenaires auront su cultiver parmi la jeunesse. Je dis ses partenaires parce que Gilles Gazon, qui est l'un de nos auditeurs, qui a animé une table ronde hier après-midi, dans un chat qu'il a écrit, a insisté à juste titre sur la notion de partenariat. Je crois que nous l'avons bien montré ce matin. L'école fonctionne avec ses partenaires. Et il me reste à vous souhaiter, c'est une formule devenue un peu de circonstance, mais tellement vraie en même temps. Prenez soin de vous, restez confinés, continuez à regarder la nature, et puis surtout persévérer dans tout ce que vous faites, mesdames, messieurs, et nos invités de la table ronde, tout ce que vous faites si bien pour réenchanter l'école, pour réenchanter notre regard. Et je vous dis un grand merci et à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.